Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je suis encore illuminée de mille feux. Je m'en excuse mais je n'ai pas de rideau. Voilà, c'est ça de vivre dans les travaux et le soleil tape toujours quand je filme. C'est très très chiant. Mais on fera avec, je serai un peu en mode moitié pirate, moitié je brille de mille feux. Mais aujourd'hui, on va parler d'une série que j'ai énormément aimée et c'est assez rare maintenant avec les nouvelles sorties en France. J'ai de plus en plus de mal de trouver des choses qui me plaisent et là, ça a été autant une véritable découverte d'un univers mais aussi un attachement très très particulier au personnage. Je pense qu'il y a des histoires qui sont bien plus palpitantes, bien mieux écrites et ce genre de choses, mais j'ai eu un espèce de coup de cœur pour l'univers et les persos. Alors aujourd'hui, je vous parle de Robert Bennett Jackson, mais pas de sa série majeure Les Maîtres en Lumineur que j'ai pas du tout aimé, mais de sa première série qui a été rééditée après en France parce que voilà, c'est un peu compliqué, mais vu le succès des Maîtres en Lumineur, les Français se sont dit on va publier les premiers textes de cet auteur, Les Cités Divines. Mais avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace. On se retrouve au mois de mai à Redon pour les Mystériales et on se retrouve aux Imaginales durant ces 4 jours, voilà, dans le parc du cours. Et au mois de juin, je serai au Geek Fairies, donc à Celles-sur-Cher, près de Tours, et j'ai très très hâte. Alors, Les Cités Divines, c'est une trilogie avec La Cité des Marches, La Cité des Lames et ensuite La Cité des Miracles. Les textes sont à peu près proche de ce qu'on pourrait apparenter de la fantaisie policière, fantaisie anticolonialiste. À mon sens, c'est un peu les grands thèmes, fantaisie technologique et fantaisie qui traite des déités. Dans La Cité des Marches, vous suivez l'histoire d'une jeune femme qui travaille pour son pays. Voilà, elle est un peu dans les forces secrètes avec son protecteur qui ne vient pas du tout de la même région qu'elle. Et tous les deux sont envoyés dans un endroit qui a été colonisé par une puissance étrangère et vont enquêter sur la disparition d'un diplomate émissaire qui a disparu du jour au lendemain alors que ce dernier travaillait sur les dieux. Parce que petite particularité, les dieux ont disparu. Il n'y a plus de religion, mais il y a des indices où ça serait peut-être pas forcément le cas. Donc on va suivre le parcours de ces deux personnages qui, au fil de leur enquête, vont découvrir beaucoup de mystères sur cette ville et retrouver des anciens amis, dont le premier amant de la jeune femme, qui est un homme très puissant, chassé pourtant de son pays d'origine, qui a envie de transformer la cité en quelque chose de beaucoup plus technologique. La Cité des Lames, suite à la catastrophe qui va se passer dans le tome 1, on suit la générale en place qui s'appelle Moulagesh, qui est une générale badass de fou. C'est un personnage que j'adore, qui se retrouve à la retraite et rappelé, parce qu'on lui dit, cocotte, il reste quelques trimestres à faire, et pour ce faire, on va t'envoyer sur une île connue pour sa barbarie, du moins c'est une île où on priait la déesse de la guerre, qui était, il me semble, la déesse de la mer en même temps. Et malheureusement pour elle, quand elle arrive sur place, elle voit que c'est un pays qui est donc colonisé, elle travaille pour les colonisateurs, parce qu'ils travaillent tous pour les colonisateurs, même si c'est beaucoup plus compliqué qu'on y pense. Et, et elle va se rendre compte qu'il y a des tractations qui sont faites, des jeux de pouvoir, et surtout il y a des meurtres horribles, et vraiment horribles qui se sont passés, elle va enquêter. Et le troisième tome est assez différent, parce que les deux premiers, on est vraiment sur de l'enquête, et c'est ce que j'avais adoré. On a même des moments où les personnages font des comptes rendus d'enquête dans le texte, prennent des notes et ce genre de choses. La Cité des Miracles est donc la conclusion de cet univers, et notamment une suite beaucoup plus directe au tome 1 et au tome 2, dans le sens que le tome 1 et le tome 2 sont pas des livres que tu peux lire indépendamment, mais des personnages différents. On va parler très peu des personnages du tome 1 dans le tome 2. Il y en a certains qui vont se retrouver et il y a des choses qui vont se passer dans le tome 2 qui vont faire que l'on suit le personnage principal qui était déjà présent dans le tome 1. C'est compliqué, mais c'est le garde du corps du personnage principal du tome 1 qui a subi un truc affreux dans le tome 2 et qui va se retrouver mêlé à des affaires compliquées lorsqu'il y a un grand attentat qui va prendre place. Et là, on est sur un tome qui est moins dans l'enquête, mais beaucoup plus dans l'aventure et qui est beaucoup plus conclusif des questions qu'on se posait sur le texte. Il est très différent et je vous en parlerai un petit peu plus parce qu'on parlera des tomes par tome. Alors, les cités divines, ce sont des textes qui sont plutôt des textes à l'américaine, dans le sens que ça
pète dans tous les sens, c'est très épique, c'est un vrai page-turner parce que ça mélange enquête, complot, politique, combat, c'est voilà, avec des personnages plus attachants, intéressants et bien travaillés, je trouve, qui sont parfois des clichés mais qui sont voilà, un petit peu plus développés qu'on ne le pense. Et surtout, c'est un univers qui pose énormément de questions. Voilà, c'est un univers qui est très développé sur ces questions, que ce soit des choses qui sont liées au colonialisme, aux dieux, à l'héritage, à la manipulation des masses et au traumatisme, parce qu'on va parler énormément de traumatisme, il y a beaucoup de choses où on parle du passé. Je vais vous présenter tome par tome mon avis, et après je vous parlerai en globalité de s'il faut lire ou pas cette saga. La Cité des Marches a été une vraie découverte. Quand je l'ai lu, ça a été dans mon top, il me semble, des lectures, parce que je ne savais pas quoi m'attendre. C'est des livres que j'ai lus en service presse, et j'ai été embarquée directement, pas par la plume qui est, il faut le dire pour tous les textes, très simpliste, traduite, sans vraiment saveur, mais par les enjeux et surtout la façon dont c'est écrit. C'est-à-dire qu'on est dans le mystère, dans la recherche, dans l'enquête, donc on a toujours envie d'en savoir plus. Ce qui est la force de ce tome 1, outre son enquête bien maîtrisée, outre cette mise en place d'univers qui est approfondie, sérieuse, c'est un univers qui est très crédible et qu'on peut mettre en parallèle avec notre époque, c'est les personnages, voilà, qui sont extraordinaires. Je pense que ce tome-ci est un des livres qui parle le mieux de l'amour et de façon la plus belle et tragique que j'ai lu depuis ces dernières années. Voilà, je trouve ça beaucoup plus intéressant que certaines romantésies. Là, on est sur des histoires qui sont terriblement touchantes, avec des enjeux, je ne peux pas spoiler, mais des choses qui sont terriblement tristes. Un final extraordinaire, ça pète de partout, voilà, j'ai été mais embarquée par cette série, je pourrais même pas expliquer tellement j'étais investie. Et ça m'avait désarçonnée parce que je ne savais pas que ça allait être autant du policier. Et j'ai aimé la démarche de notre personnage principal, qui est une petite femme, pas très très jolie, très débrouillarde, un peu froide, qui enquête, donc elle prend des notes, elle va se mettre en danger, et en même temps, c'est pas une combattante, donc c'est son garde qui va assumer un petit peu tout ça. Et on va être entre découverte du monde et aussi tout ce qui est en rapport avec les complots de la cité, parce que elle va retrouver son ancien amant et va essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer de le protéger d'une certaine manière, surtout que leur histoire d'amour s'est finie de façon assez tragique. Son rapport aussi avec l'autre femme qui rentre dans la vie de cet homme. Et voilà, il y a tout, tout plein de sentiments montrés, et il y a des scènes d'action, c'est palpitant, il y a tout pour faire un très très bon livre. Et l'enquête, j'ai trouvé plus particulièrement réussie, et le final aussi. C'est très rare d'avoir des tomes 1 avec des finales à couper le souffle comme ça. Vraiment, les scènes, il les maîtrise très bien. Pour moi, ça fait fantasy Michael Bay, mais ça pète dans tous les sens, et ce qui en fait le sel. Alors, je vous laisserai découvrir mes avis sur ces tomes-ci, plus dans les avis lecture que j'avais fait. La Cité des Lames, là on est après ce qui s'est passé dans le tome 1, et donc on suit cette femme générale qui est une femme particulièrement intéressante parce que c'est une badass qui, là on va découvrir tout son passé et pourquoi elle est comme ça. Et donc celui-ci, je pense, en termes de dureté et violence, est le plus dur et violent. C'est une série qui est très violente dans ses descriptions et tout, parce que je pense que ce sont parmi les crimes les plus dégueux que j'ai pu lire en littérature, et surtout il y a une ambiance terrible dans ce texte-ci parce qu'on sent le danger peser à toutes les pages. On a de nouveaux personnages, on découvre une nouvelle terre où là les messages anticolonialistes sont encore plus forts que dans le tome précédent, parce que je vous parlais qu'on avait des envoyés d'un pays colonial et tout. Les gens qui sont en général personnages principaux dans ces livres-ci sont des gens qui ont subi le colonialisme de ce pays qui a envahi les autres. Voilà, ils travaillent pour eux, mais ils ont subi ça. Et dans ceci, il y a vraiment une dénonciation du fait de vouloir annexer des contrées qui sont considérées comme sauvages, voilà, considérer les gens comme des gens violents et ce genre de choses, alors que c'est juste qu'ils partagent pas la même culture. Et cette enquête qui mêle vraiment du mystère, de la tension, vraiment il y a des moments où je ne savais pas où ça allait, et ensuite une dimension beaucoup plus fantastique. Et dans ce texte-là, la façon dont sont travaillés les dieux, on en parlera après, est vraiment très réussie. Et moi, c'est un personnage que j'adore. J'ai adoré la sensibilité qu'on a découverte chez elle. Déjà, tout son passé remet vraiment en place l'évolution de cet univers qui est vraiment un univers très crédible, et on comprend
vraiment sur plusieurs années comment on en est arrivé là. Des complots, des trahisons, et c'est un tome qui m'a, comme le premier tome, déchiré le cœur parce que Robert Bennett Jackson, c'est un auteur qui n'a pas peur de tuer beaucoup de personnages, y compris des personnages hyper attachants. Et là, on a vraiment des portraits de femmes, je trouve, dans celui-ci, qui sont des portraits de femmes hyper puissants, hyper débrouillards, et c'est elles qui mènent l'action, c'est elles qui prennent les risques, et ce sont soit des combattantes, soit des inventrices, et voilà, c'est un texte qui m'avait énormément émue. De toute façon, j'ai quasiment pleuré, je crois que j'ai pleuré dans les trois, ce qui est rare en littérature, mais j'ai été extrêmement touchée dans les trois. Et après ces deux excellentes lectures qui étaient plutôt tournées sur le polar, voilà, ce genre de choses, et en même temps cette question des dieux, on a ce troisième tome qui a été un peu compliqué de lecture pour moi parce que même si j'ai adoré, il est très différent, et surtout j'avais pas envie de finir cette série. En fait, j'ai vraiment été pendant toute ma lecture à me dire on approche de la fin, j'ai pas envie de quitter cet univers, ce qui veut dire que j'adore l'univers, mais il y a quelque chose qui se passe dans celui-ci, on est bien des années après, avec des évolutions, on a un saut dans le temps, et c'est un truc qui te brise le cœur. Il y a un événement hyper surprenant qui te brise le cœur. Alors j'étais en mode et puis après on t'a fait des révélations, l'auteur te fait croire des choses et t'es en mode oh non, pas ça. Et on va suivre donc le garde du corps de notre personnage principal du tome 1, qui s'appelle Sigurd, qui est un roi déchu, qui a été prisonnier politique, espion, et qui à la suite du tome 2 a été rendu fou par la situation en place. Voilà, c'est un personnage qui est profondément meurtri, et j'ai aimé qu'on parle de ces persos de cette façon-ci, de façon pas cliché du tout, même si ça peut être des personnages vus comme un petit peu stéréotypés. C'est un personnage détruit, qui va voir son monde s'effondrer. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui va mourir et ça va provoquer énormément de bouleversements, et lui il va devoir protéger l'enfant qui serait la clé un petit peu de tout. Donc là on est beaucoup plus dans l'aventure et on retrouve beaucoup de personnages du tome 1, il y a beaucoup de références, donc ça joue beaucoup sur tes sentiments. Donc j'étais en mode ça me brise le cœur, et en même temps celui-ci est beaucoup plus lent je trouve dans sa narration au début. Voilà, on prend son temps, on enquête, on cherche, on débusque et tout. Et il y a deux parties, voilà, la partie recherche et il y a la partie action, où là, il y a toutes les clés en fait, du texte qui vont être remis dans leur serrure, si je peux me permettre. Il y avait beaucoup de mystères qui est resté en plan dans les premiers tomes, notamment dans le tome 1. Et on répond aux questions, ça approfondit la complexité des personnages et la complexité de l'univers. Et là, on traite énormément de la question des dieux, parce que la Cité des Miracles, vous le voyez bien, mais Sigurd va faire la rencontre de deux personnes déifiées, des enfants de Dieu, un qui serait apparenté à la nuit, qui veut tout dévorer et détruire, et une jeune fille qui a l'air de contrôler le temps d'une certaine manière. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous spoiler parce que je vais vous laisser découvrir, mais on retourne sur les lieux du tome 1. Donc c'est vraiment une boucle en fait, ce qui fait que c'est ça qui joue aussi sur l'émotion. On retrouve des personnages, on pleure, on rit parfois parce qu'il y a des choses qui sont drôles, on est touché, et on suit ce personnage détruit qui va tout faire pour sauver le monde, qui ne lui a pas vraiment fait de cadeau. On va avoir toute une question faite sur les dieux, qui sont vraiment le lien entre tous les tomes, et découvrir beaucoup de secrets, surtout nuancer les propos qui étaient sur les dieux, parce que les dieux étaient vraiment vus comme des déités extrêmement dangereuses, voilà, qu'il fallait éliminer et que ça apporte que du mal aux hommes. Et là, on a aussi des figures de dieux beaucoup plus nuancées. Alors déjà, je voudrais souligner, avant de vous parler en globalité, mais ça a été une très bonne lecture, outre le fait que je trouvais que le début était assez lent de lecture. Voilà, que c'était un peu plan-plan, mais sinon ça a été une très belle découverte, et la fin... Je vais même plus en parler, mais sortez les mouchoirs. Celui-ci, moi, je trouve que c'est celui qui m'a mis le plus dans l'émotion, parce qu'en fait, il rejoue sur les émotions des tomes précédents, mais vous êtes dans l'aventure, dans l'épique, dans la traque et ce genre de choses, pas du tout dans le policier. Voilà, ça change un peu des deux autres. Alors, cette saga, comme je dis, moi, elle a joué sur ma fibre émotive, du fait que le premier point très positif, je pense, de cet univers, ce sont ces personnages. On est face à des personnages qui sont très adultes, très froids parfois, très crédibles, et donc qui sont pas des personnages, je trouve, toujours très très romancés. Voilà, je trouve qu'ils sont assez cohérents,
et qui sont soit des personnages qui sortent des clichés, notamment Ashara, donc qui est notre perso principal du tome 1, qui est un personnage, je pense, le plus important de toute cette saga, qui est une jeune femme au début du texte, petite avec des lunettes, qui fait plus scribouillarde, qui va se remonter les manches et enquêter, et avoir vraiment une intelligence très poussée, et qui va se retrouver à se confronter à son passé. Donc déjà un portrait de pas de jolie fille qui est forte, et voilà, ce qu'on a l'habitude en imaginaire, surtout écrit par des hommes. Là, on est sur un personnage déjà physiquement, on a des persos qui sont hors cliché, mais on a aussi des persos qui sont extrêmement bien travaillés sur la psychologie, et surtout en dehors des clous. Je vais vous prendre le portrait, par exemple, du séducteur du tome 1, qui est un des personnages que j'avais adoré le plus, donc l'ancien amant de Shara, qui est un homme politique de premier plan, chassé de son pays, et qui est, par exemple, bisexuel. Donc voilà, on a des références, alors que c'est un personnage très décrit, viril, très beau, très séduisant, il est avec une femme, voilà. Et on parle de sa bisexualité, la façon dont on parle, en fait, de l'amour entre une personne hétérosexuelle et une personne bisexuelle dans le texte, ça m'a détruite, tellement c'était beau. Et donc voilà, on a ce genre de portrait-là, mais vous prenez Moulagesh, par exemple, qui est le stéréotype de personnage badass Rambo, blessé, voilà, surtout qu'à la fin du tome 1, elle perd des membres, donc dans le tome 2, la nana, elle arrive, elle a des membres en plus, un peu steampunk et tout, donc très très cool. Et en fait, cette femme-là, tu dis, ouais, c'est juste un Rambo, mais féminin. Alors que pas du tout. C'est une femme qui a été traumatisée, manipulée par son pays, qui a commis des actes extrêmement graves quand elle avait 14-15 ans, et qui vit en fait avec ce poids-là, et qui s'est construit une carapace, mais aussi qui est une femme qui sait exprimer des sentiments, qui n'aspire qu'à avoir sa petite retraite tranquille, et qui, par le biais en fait d'une jeune fille, donc de la fille de Sigrid, va se redécouvrir aussi un personnage beaucoup plus maternel d'une certaine manière, protecteur et hyper attachant, drôle en même temps, et qui va se retrouver face à des personnages complexes. Et si on prend la fille de Sigrid, c'est un personnage, c'est une inventrice très débrouillarde, qui est assez jeune et qui est un portrait qui va avoir beaucoup d'importance dans le texte. Et même le personnage de Sigrid en lui-même, dans le tome 1, on en fait juste un protecteur, gardien d'élite, pays du Nord, donc très inspiré un peu Vikings. Et il combat, il est badass de fou. Et en fait, on en vient à un personnage à moitié fou de chagrin, qui va se reconstruire en tant qu'homme et accepter aussi ses faiblesses et faire preuve en fait de faille et de sensibilité. En fait, je trouve que les personnages qui sont des personnages souvent très durs dans leur comportement sont des personnages extrêmement humains par leur sensibilité, par leurs émotions qui sont exprimées. Et les romances dans le texte, et je tiens à le souligner, hein, vraiment dès qu'il y a des romances dans le texte, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, sont d'une beauté et d'une justesse et sont touchantes comme j'ai rarement lu. Voilà, donc déjà au niveau des personnages, je trouve que c'est une réussite. Ensuite, au niveau de l'univers, c'est un univers qui, au-delà du fait qu'il est très bien décrit, alors dans le tome 1 et 2, on est sur un univers voilà, qui est plutôt... c'est pas médiéval, c'est après médiéval, parce qu'il y a quand même la technologie, mais je dirais 18e, un peu inspiration, avec des grandes cités, vieilles constructions en pierre. Et le troisième tome, on voit toute la technologie qui a été en place, les évolutions, les gouvernements. C'est un univers qui est très travaillé, parce que les personnages vont avoir des rôles sur le plan politique, qui a vraiment un univers extrêmement riche, que ce soit sur ses descriptions, sur la diversité des villes, sur la diversité des métiers exposés, sur vraiment on voyage beaucoup aussi, hein, on va vraiment dans 3 endroits assez importants. Il y a aussi donc la cité des dieux aussi, hein, on voyage aussi un petit peu dans différentes strates, dans différents, je dirais pas multivers, mais il y a des endroits qui s'apparentent beaucoup plus à de la fantaisie, c'est très bien pensé. Les dieux qui sont exposés sont vraiment très bien réfléchis aussi au niveau de la cosmogonie. Et c'est un des points majeurs que j'ai adoré dans ce texte, c'est le côté gigantisme, le côté surpuissance. C'est-à-dire que les dieux, c'est pas des formes humaines comme on a l'habitude de voir forcément en imaginaire. Là, ce sont des créatures extrêmement grandes, extrêmement violentes. On est sur des créatures qui
ont toujours un côté positif, mais souvent négatif, hein. Même les personnages, il y a une déesse qui est très mise en avant dans le tome 3, qui fait preuve aussi de cruauté et qui a fait des choix qui ont conduit à la situation dans laquelle on se trouve dans le tome 3. Et par exemple, le dieu du tome 1 est un dieu horrible, et le dieu du tome 2 aussi. Ce sont des dieux extrêmement cruels, et donc on est sur ce côté titanesque, ancien dieu presque titan, tu sais, dans la mythologie gréco-romaine, ce côté hyper effrayant. Et vraiment, ça donne des scènes, et tu le vois souvent, bah, tu les vois là par exemple, c'est le cas dans les couvertures, mais que ça soit le tome 2 où là, on est sur des gigantismes et des cités, on retrouve des vestiges de cités où les dieux, vraiment, là, par exemple la déesse de la guerre, là, il y a des casques géants dans la mer qui sont représentés, il y a tout, vraiment la cosmogonie, elle est traitée autant par les dieux que par les rites, c'est très très riche. Et au niveau de l'industrie, parce que c'est un pays qui est industrialisé. On parle aussi beaucoup de l'évolution industrielle, des nouvelles technologies, il y a tout un système aussi un petit peu magique, hein, qui est exposé, et surtout les transports, les domaines, voilà, c'est très très bien construit, parce que c'est pas trop descriptif pour les gens qui sont pas fans des descriptions, mais ça fait suffisamment le taf pour qu'on y croit. Moi j'aurais aimé parfois qu'on voit un petit peu plus décrites les villes, parce que voilà, ça va toujours très 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 vite, on passe à côté de certaines descriptions, mais c'est tellement riche qu'en fait on y croit à fond. Il y a aussi le côté, comme je vous le disais, enquête scénario, c'est-à-dire que les tomes, on se dit, oh, c'est toujours des enquêtes et ce genre de choses, même si les 2 premiers sont des enquêtes, ce sont des histoires très différentes. Et ce que j'ai trouvé assez formidable dans ce texte-là, c'est déjà que c'est très bien maîtrisé, on essaye toujours de savoir les coupables, il y a des rebondissements, et quand je vous parle de rebondissements, c'est qu'il y a des vrais rebondissements. Il y a une esthétique qui est travaillée à chaque fois dans chaque peuple qui est présentée, donc voilà, il y a toujours un petit goût en plus dans la lecture où tu te dis, ah, c'est plus intéressant là et ce genre de choses. Moi, j'étais surprise à chaque fois. Mais outre ça, c'est la capacité de l'auteur à lier les tomes entre eux, en vraiment les réponses. T'as l'impression que c'est cousu de fil blanc pour ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont répondues. Il y a énormément de choses qui sont entrelacées, et quand tu le lis, tu te dis, c'est hyper maîtrisé pour une trilogie. Voilà, t'as pas l'impression de lire 3 tomes comme ça, très séparés, t'as l'impression de lire vraiment une œuvre qui s'entrelace, et ça, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai adoré pour ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé. Au-delà, en plus, d'avoir le bon équilibre avec de l'action, avec de l'amour, avec de l'aventure, avec vraiment des scènes. Les scènes d'action sont très très bien maîtrisées. C'est pas toujours le cas dans beaucoup d'œuvres d'imaginaire. Là, c'est spectaculaire. Si je peux dire, c'est qu'il y a des combats spectaculaires, que ça soit dans le tome 1 avec tout ce qui se passe à la fin. T'es en mode, quand tu lis, tu te dis waouh, aussi quand c'est adapté du genre, c'est un film, t'imagines l'adaptation tellement c'est hyper cool. Le tome 2, il y a une scène avec un train, il me semble, qui est totalement, qui se défait de vous savez, des rails, qui est épique as fuck. Et le dernier tome, pareil, c'est des combats très épiques, et en plus là une dimension fantastique beaucoup plus poussée, beaucoup plus travaillée. Voilà, que ce soit même, j'en ai pas parlé, mais je trouve même qu'au niveau esthétique, les costumes, la description des personnages et tout, ça fonctionne très bien. Et ensuite, c'est les thèmes. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un texte, ça a beau être de l'action, de l'enquête et ce genre de choses, c'est des thèmes qui sont très très forts. C'est des thèmes qui sont très très forts parce qu'on parle d'un pays colonisateur qui a énormément de mal, qui a imposé ses propres règles. Je crois que quand on commence le tome 1, la première chose qu'on expose, c'est une scène de tribunal où on juge des gens qui pratiquent la religion alors que c'est interdit. Voilà, on a, il me semble, au début du chapitre, des petites informations, si je dis. En début de chapitre, tu as toujours des informations pour développer l'univers. Moi, je trouve que c'est vraiment un apport. C'est ce que je fais chez les 3 Nornes aussi, mais c'est vraiment un apport. Et donc, ça porte des messages qui sont extrêmement pertinents. Du fait que c'est un roman qui met en avant la diversité. Dans le texte, on est donc sur des personnages qui sont souvent pas blancs. Voilà, ce sont des personnages souvent racisés, et pas forcément, au vu de la sonorité des noms et des descriptions, sur les personnages les racisés les plus représentés en littérature. On est sur des personnages qui sont dans la diversité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de portraits de personnages qui sont pas forcément hétérosexuels, et la façon dont on traite la bisexualité dans le texte, je l'ai trouvée hyper pertinente, parce que le personnage qui est représenté est pas du tout un personnage cliché
de personnages bisexuels qu'on a en littérature, ou personnages qui aiment les hommes, un homme qui aime un homme. Voilà, en littérature, on reste quand même beaucoup dans les clichés et ce genre de choses. Là, on est sur quelque chose de très crédible et de très beau. Et la façon dont c'est fait, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Voilà, c'est un texte qui va parler des questions, donc je vous disais, anticoloniales, qui sont très fortes et très violentes à lire parfois. Hein. On est sur des scènes où on voit comment on traite les gens et c'est dénoncé. Les personnages vont même eux se rendre compte par la force, parce qu'ils ont été obligés, hein, parce qu'ils ont été eux-mêmes colonisés, de devoir travailler pour un pays qui les exploite et qui a fait beaucoup de mal et qui va essayer d'évoluer. Et notamment Shara va avoir un rôle extrêmement important pour faire évoluer son pays et voilà, donner son indépendance. Donc il y a beaucoup d'exemples là-dessus, notamment donc sur le racisme et ce genre de choses, hein, c'est assez dénoncé. Et on a des choses, donc comme je vous dis, beaucoup de représentations de personnages féminins qu'on n'a pas l'habitude de voir en littérature, qui sont des personnages féminins très féministes. Voilà, pour moi, c'est vraiment un texte qui est engagé là-dessus. Je tiens à le souligner parce que c'est pas forcément les auteurs masculins qui représentent le plus ces thématiques-là. C'est un texte aussi qui va parler énormément de thématiques diverses qui vont être très touchantes, et notamment je pense à la thématique de la famille et de l'héritage, qu'elle soit dans le fait qu'on n'est pas fondé de famille et qu'on peut avoir un regret, voilà, d'être seul et de la solitude et ce genre de choses, qu'on a chez Moula Guèche par exemple, et puis il y a tout le côté traumatisme de guerre, voilà, les soldats enfants, il y a beaucoup de thèmes, hein, quand je vous dis qu'ils sont très hard. Il y a aussi l'héritage où Shara, dans le premier tome, on apprend que c'est la nièce d'une femme qu'on peut considérer comme un tyran. On va apprendre de plus en plus de choses, et dans le tome 3, on va encore plus rentrer dans l'horreur de la chose, et on va avoir dans ce tome 3 beaucoup de choses sur l'héritage, sur l'adoption, sur la transmission, et sur la maternité aussi d'une certaine manière. Et on a aussi Sigrid et sa fille, les relations conflictuelles entre les enfants et les parents. Pour remettre un peu en contexte, Sigrid, c'est un ancien roi qui a été chassé, qui a été privé de son royaume, qui a quitté sa femme et ses filles, et donc elles n'ont jamais connu leur père, et lui il revient un peu comme un cheveu sur la soupe dans la vie de cette jeune femme qui s'appelle Sid, et qui... Et donc on va parler des conflits, des choses qui se réparent pas comme ça. Et on va parler aussi beaucoup du pardon. On va parler aussi énormément de questions qui tournent autour du deuil. Voilà, il y a un des thèmes aussi très présents, c'est que beaucoup de personnages sont en deuil. Et c'est très bien fait la façon dont c'est fait, ce qui rend le texte en fait extrêmement dur et touchant à lire aussi d'une certaine manière. Et ce sont des univers, au-delà des messages qui sont fort nombreux, donc je pourrais pas tous vous les énumérer, je vous en donne des exemples. Ce sont des moments qui sont extrêmement beaux et tristes à lire. La fin du tome 3 est... Voilà. Tu vois, ça me rend même émotive rien que d'y penser, parce que j'étais tellement attachée à plein de personnages. Et c'est... Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la mort, de l'espoir. Il y a beaucoup de thèmes qui sont très beaux. Et donc, ça fait pas de cadeau au lecteur. Ce qui fait que l'œuvre, elle est hyper complète sur ces points-là. Le petit défaut qu'on pourrait donner à cette série, c'est par exemple ce tome 3 qui a des petits problèmes de rythme au début. Ça peut être aussi, pour beaucoup de lecteurs, un univers, notamment dans son premier tome, qui est beaucoup plus dans l'enquête que dans l'action. On est sur un premier tome qui vraiment tourne plus autour du policier, donc ça peut désarçonner un petit peu, qui est assez riche et qui est assez complexe. Hein. C'est un univers où il y a beaucoup d'informations, c'est très dense. Alors moi j'aime, mais je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Le truc, c'est, je pense, la plume qui est très simple. Alors je sais pas si c'est la traduction ou ce genre de choses, mais ça n'a pas vraiment de style littéraire. C'est un texte qui est assez froid en termes de plume, qui est plus, pas scénaristique, mais quasiment, quoi. Il ne faut pas chercher une denrée littéraire derrière les mots. J'ai pas grand point négatif à vous dire non plus, parce que j'ai adoré cette série, mais je pense que la densité de l'univers peut perdre un peu un lecteur qui commence, donc c'est pas forcément une série que je conseille pour des gens qui commencent. La lenteur de certains passages, parce que je vous dis qu'il y a beaucoup d'action, mais qui est plutôt réunie sur des fins de romans. Souvent, c'est construit avec une partie très d'exposition, une partie enquête et en fait une partie explosive dans sa fin. Et je pense que pour des lecteurs qui ont l'habitude de lire de la fantaisie américaine, ça peut perturber un petit peu, même si c'est de la fantaisie américaine. C'est un texte, j'en ai pas lu beaucoup, des textes dans ce genre-ci. Voilà, donc qui est assez original, mais qui
reprend quand même des grands concepts de questions de l'imaginaire, hein, les dieux et ce genre de choses, c'est des choses qu'on revoit et revoit, mais c'est bien maîtrisé. Les clichés qu'il y a dans le texte sont bien maîtrisés, mais je n'ai jamais lu quelque chose dans ce style-là. Je n'ai jamais lu des scènes dans ce type de lieu, forcément, avec cette façon d'aborder les sentiments. Donc voilà, c'est un peu mon compte rendu, hein. Si vous vouliez chercher des choses un peu négatives, n'hésitez pas à dire, vous, si vous n'avez pas aimé cette série, des points un peu plus négatifs. Moi, j'ai du mal à se momenter, à en sortir, parce que j'ai tellement passé un bon moment de lecture, même s'il y a des facilités scénaristiques dans le tome 3, par exemple. Autant il y a des choses que l'on peut pardonner dans les premiers tomes, mais c'est scénaristiquement, il y a des gros indices, il y a des choses, c'est assez facile à suivre, et on a des tropes qu'on a l'habitude de revoir. Tu vois, pendant tout le tome 3, je me suis dit, je pense qu'il va se passer ça, je pense qu'il va se passer ça, et effectivement, il s'est passé ça. Donc voilà, et pareil, j'avais eu ça à plusieurs moments où j'avais réussi à déduire certains événements qui vont être avancés. Mais ça m'a pas gâché le plaisir de lecture, mais je pense que ce qui est le plus prévisible en soi, c'est le tome 3, malgré parfois le fait que l'auteur nous met sur des fausses pistes. Et pourtant, on tombe dedans. Il y a plusieurs moments où j'étais en mode « Ah !» Et en fait, c'était pas ça. Donc voilà. Sur ce, voici mon avis sur Les Cités Divines que je vous recommande énormément. Ça fait partie des meilleures lectures que j'ai faites ces dernières années. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.